Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Allez, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Ce soir, grand débat sur RTS Radio, oui. Nous allons parler de l'UEFA et de la FIFA avec Qatargate, fair play financier, dopage et tout ce qu'ils ont su, donc les paris truqués. Donc voilà, tout ça en un peu plus d'une heure, bien sûr, avec mes chroniqueurs, Christophe, Thomas et Brice. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Il est là, ils sont là, et on n'oublie pas aussi notre petit Flo, qui est malade et aussi, qui est aux toilettes, et notre petit Jean-Michel Badiane, que je lui souhaite un très bon match pour demain, parce qu'il joue demain avec le Paris FC. Et puis aussi un bonjour à Xavier et à tout RTS, aussi à Julien, et toute l'équipe aussi qui est avec nous. Et ce soir avec nous, nous avons comme invité Monsieur Payan, notre agent, notre consultant de l'émission qui va arriver bientôt dans l'émission, bien sûr. Nous avons aussi Domenico de la Radio Top Italia. Bonsoir Domenico. Bonsoir à tous. Voilà, et il y a aussi Dorian Martinez de Sport Protect. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Voilà. On est présent sur RTS Radio avec nos trois invités. Voilà, le troisième arrivera après, hein, il est à moitié pardonné, c'est notre consultant, on est obligé de le pardonner bien sûr. Donc le sommaire de l'émission, l'UEFA et la FIFA sont dans de beaux draps, et oui, on sait, hein, toutes ces affaires qui viennent de tomber, Qatargate, le fair play financier, le dopage et les paris sportifs. Bien sûr, hein, sur Twitter, on parle foot, vous pouvez réagir en direct avec nous, tout ça sur Twitter, on parle foot. Brice sera là pour nous dire tout ça à l'antenne. Et bien sûr, maintenant, notre lecteur peut se lire sur les portables. Alléluia. Vous pouvez regarder ce que vous avez envie de regarder en même temps. Vous pouvez nous écouter. Tout ça sur vos téléphones respectifs. Vous allez tout simplement sur rtsradio.fr et vous cliquez écouter la radio en direct. Et voilà, vous avez juste à cliquer sur le lecture. Et hop, c'est parti sur vos portables. C'est exactement la même chose que sur vos ordinateurs. Enfin voilà, on est à la pointe de la technologie sur RTS maintenant. C'est énorme. Allez messieurs, on est parti pour ces premiers débats et il y a 4 débats, donc je vais commencer par le dopage puisque Dorian est avec nous tout de suite. J'ai envie de commencer par le dopage enfin voilà, un sujet très très chaud, hein, on va pas se le cacher. Hein. Allez, c'est parti sur le dopage et on reviendra sur les autres. Hein. Allez, le dopage, Blatter, il a tout simplement dit un petit truc dernièrement sur le dopage. Le dopage, j'ai eu tort de dire que ça n'existait pas, mais la plupart sont positifs et ne sont que pour de la drogue. C'est de la drogue, de la marijuana, etc. Mais il n'y a pas de dopage organisé. Et après, il dit « je pense ». Enfin, moi, je trouve ça énorme qu'on commence déjà une phrase comme ça de Sepp Blatter qui annonce ça comme ça à une conférence de presse. Enfin, moi, un peu hallucinant. Donc voilà, première question pour toi Dorian, et après on pourra commencer sur le débat, messieurs, bien sûr. Vous trouvez ça choquant, les propos de Sepp Blatter qui dit des choses comme ça, que la marijuana c'est pas un produit dopant? Oui, mais c'est pas une nouveauté puisque Sepp Blatter a été un des derniers élèves de la classe des fédérations mondiales à signer le code mondial antidopage. Donc il a classé le football comme le dernier sport de la classe, alors que c'est quand même le sport le plus populaire au monde. Pourtant, s'il n'y avait pas de dopage dans le foot, quelle raison de mettre des bâtons dans les roues à l'Agence mondiale antidopage? Donc ça, c'est la première remarque. Et donc après, il avoue à moitié une sorte de naïveté, d'insouciance, etc., pour ensuite enchaîner avec une énormité en disant que voilà, les contrôlés positifs le sont qu'à la drogue. Premièrement, justement, il y a certaines drogues qui sont considérées comme des produits dopants. Donc je trouve qu'il envoie un mauvais message, encore une fois, aux plus jeunes, etc. Et c'est pas un message de prévention, ni même de protection pour son propre sport. Mais bon, on est habitué à ces présidents de fédérations internationales qui sont, élus à vie. Pire que le pape, lui au moins il démissionne quand il sent qu'il est plus compétent. Là, les gens pas compétents, mais ils restent. C'est ça qui est choquant en fin de compte.
Et des propos comme ça, c'est un peu, c'est choquant. Vas-y, Chris. Ouais, mais je crois qu'ils sont enfermés dans leur système et ce serait intéressant d'avoir le débat sur le dopage, sur l'argent sale, sur la mafia qui entoure un petit peu la FIFA. Il y a tellement de choses à dire. Moi, ça m'a pas choqué parce qu'il y a pour une fois un élément de vérité dans ce qu'il dit. Quand il dit que c'est essentiellement les drogues, lorsqu'il y a des contrôles positifs, il a partiellement raison, même si effectivement ça dénature le combat contre le dopage, parce que d'une certaine manière, il vient à minimiser les dopés pour drogue, mais ils sont où les dopés pour drogue? C'est dans le sport amateur, et où ils balayent complètement d'un revers de la main le dopage dans le sport professionnel, en disant qu'il n'existe quasiment pas, et en disant qu'il n'y a pas de dopage organisé. Donc on le sait, il ferme les yeux, il a certainement des échos qui vont dans ce sens-là, mais il ferme les yeux. Enfin, je veux dire, comme il ferme les yeux sur l'argent sale, comme il a fermé les yeux pour recevoir le pactole des Russes et des Qataris, comme il ferme les yeux sur bien des affaires, sur le conservatisme au niveau aussi des évolutions des règlements de la FIFA, donc il ferme les yeux. Voilà, il y a pas. Mais pour une fois, il a dit comme un bout de vérité. On devrait presque l'applaudir, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est une première. Après, si on va sur le site de la FIFA, ils disent pour l'année 2009 qu'il y a eu 32 526 contrôles, dont 68 positifs, ce qui fait 0,21% de positifs. Et la FIFA avoue elle-même sur son propre site internet que le système de test est inefficace. Donc ça aussi, c'est une petite vérité qui est dite. Et surtout, la grosse vérité, c'est que les contrôles antidopage ne sont pas le bon indicateur pour dire s'il y a ou non du dopage dans un sport. C'est ça le gros problème. De dire oui, on a eu que quelques positifs avec de la drogue. Oui, ça c'est une vérité, mais le problème c'est que les contrôles antidopage ne trouvent pas les tricheurs dans la grande majorité des cas. Il n'y a qu'à voir Armstrong qui est passé au travers de toutes les mailles. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord quand même, parce que les affaires de dopage, elles existent, on le sait. Il y a des polémiques, il y a des preuves, et pourtant on les étouffe. Rappelez-vous la Juventus de Turin à la fin des années 90, avec les Antonio Conte, Deschamps, Zidane et consorts. Ils étaient tous shootés un max pendant les saisons, et pour autant, c'était une grande équipe d'Italie, contrôlée par les Italiens, donc vu que ça rapportait des points au quota européen et beaucoup d'argent à la fédération, on préférait fermer sa gueule et les laisser faire ce qu'ils voulaient tranquillement. Donc, qu'on me dise pas qu'il n'y a pas de dopage, qu'on n'est pas au courant, on est largement au courant. Mais bien sûr, ça rapporte tellement qu'on laisse faire. Et bien sûr, Thomas. Et comment être crédible quand on entend le message en disant mais on a du mal, on a peut-être pas tous les moyens financiers pour combattre le dopage, quand on le sait qu'il existe, quand on connaît déjà des dossiers de dopage qui n'ont pas été traités. Et d'ailleurs, on a fermé complètement les yeux, notamment Domenico pourra nous en parler, sur de sombres affaires en Italie avec cet exemple aussi où une équipe de football italienne a été complètement décimée, où ils ont tous fini handicapés mentorse ou physique. Donc là, c'est lamentable. Mais alors juste une petite chose, parce que Wenger a déclaré juste après Blatter, quelques jours après, il dirait on pourrait aller plus loin au niveau des contrôles. Je serais favorable à la mise en place des tests sanguins. Alors Dorian, actuellement, c'est juste des tests d'urine ou il n'y a pas du tout de tests sanguins? Oui, c'est ça. Ça, c'est le premier problème. Et si on veut aller vraiment encore plus loin, il faut mettre en place le passeport biologique qui va permettre de voir sur du long terme, sur une carrière de sportif, entre un jeune qui rentre en centre de formation et puis à ses 22 ans, 23 ans, etc., si ses paramètres biologiques ont bougé anormalement. Et là, c'est soit un signe de dopage, donc là, il peut y avoir sanction et agir facilement, j'allais dire, beaucoup plus facilement qu'avec les contrôles classiques, et ça peut permettre de déceler, et ça arrive malheureusement des fois, des maladies, un cancer, etc. Donc c'est à la fois une protection des sportifs. Ensuite, effectivement, les prises de sang, eh bien, si vous rajoutez une corde à votre arc, si vous cherchez dans l'urine et le sang, vous allez trouver tout un tas de produits potentiellement utilisés, les transfusions sanguines, autotransfusions sanguines. Donc on élargit le spectre effectivement pour trouver des tricheurs. Donc ça, oui, ça serait une bonne mesure. Et d'ailleurs, c'est dans le fil de l'actualité, c'est complètement un hasard, le numéro 2 mondial de tennis, Roger Federer, qui est pour ça. C'est l'une des premières fois qu'un grand sportif se prononce en faveur de ce passeport biologique. Je vais quand même défendre Blatter sur un point. Je suis pas spécialement d'accord quand on le cible lui et pas les autres. Moi, je pense que c'est vraiment le système aussi. Ils s'engluent eux-mêmes dans le système. On parle de crédibilité et d'un Blatter qui serait nommé à vie, qui n'a pas tout à fait toutes les crédibilités possibles. Alors, on pourrait remettre en cause Platini. Et pourtant, on devrait dire, mais pourtant, c'était un grand footballeur, sans doute l'un des plus grands footballeurs français. Il arrive là et il est tout aussi, si pas autant corrompu et pas plus corrompu que les autres. Dernier exemple en date, avant-hier,
ce même Michel Platini, au micro de la RTBF, chaîne publique belge, de Rodrigo Benquez, il dit le dopage dans le football n'existe pas. Rodrigo Benquez lui dit mais comment expliquez-vous alors à ce moment-là la différence de volume de jeu entre certaines équipes dans certains championnats, la disparité qui peut exister. La faute n'est pas au dopage, qui n'existe pas selon Platini, c'est ses termes. La faute c'est au réalisateur de caméra. Oh non, là c'est flagrant, c'est horrible de dire ça. Les réalisateurs de télévision, pardon, les réalisateurs de télévision qui produisent et qui filment les matchs de télévision. Il faudrait les suspendre. Ouais. Ça m'a laissé bouche bée. Non, mais il y a aussi l'histoire aussi de la Real Sociedad, hein, si je me trompe pas, hein, ou d'un club en Liga, je sais plus le nom, je crois que c'est la Real Sociedad justement. L'entraîneur ou le président, je sais plus, qui a bafouillé en fait en disant il y avait des produits dopants qui circulaient dans son club et ça a été vite fait enlevé de tout site et tout de suite démenti par le club. Enfin, moi je trouve ça quand même. Mais on peut se poser une question quand même. Et c'est terrible de se poser cette question-là, mais on peut se demander aussi s'il n'y a pas des liens entre les dirigeants de la FIFA et pourquoi pas des industriels qui fabriquent ces produits dopants, puisqu'il y a de toute façon des liens très étroits entre des gens de la mafia russe et qatari et Michel Platini et Sepp Blatter, puisqu'on sait que on le sait, ça fait 2 mois qu'on en parle, il y a un auteur qui a écrit FIFA Mafia, personne n'en parle, on commence à peine à en parler maintenant, on sent que c'est l'effet domino permanent des médias, mais personne n'ose ouvertement parler, puisqu'on sait que la Coupe du Monde 2020 et 2024 ont été achetées, et qu'on l'a acheté notamment par l'acquisition du fils de Platini qui est grassement payé par l'organisateur de la Coupe du Monde 2024 au Qatar, hein, c'est le fils de Platini lui-même, puisqu'on sait que Platini connaissait le résultat pour la France 2016 avant même le vote. Donc c'est encore mieux que les papes, hein, d'une certaine manière. Là, je trouve que là c'est la bénédiction suprême. Donc malgré tout, on peut se poser cette question-là, puisqu'on sait que c'est le système qui corrompt par l'argent et qui fait taire les Platini et les Blatter. On peut se demander s'il n'y a pas des liens non plus économiques et financiers, des intérêts entre les industriels des dopages qui demanderaient à Platini et à Blatter fermer les yeux pendant qu'on vous donne l'argent, puisque d'autres le font. Tu parles de futur avec des Coupes du Monde achetées, mais on parle aussi du passé. Pour revenir à 2002 avec la Coupe du Monde qui avait été organisée au Japon et en Corée du Sud, quand tu vois le parcours de la Corée du Sud qui a volé le Portugal, l'Italie et puis l'Espagne, et puis la FIFA après qui a reconnu avoir un petit peu aidé et avoir donné quelques consignes à des arbitres pour qu'ils aillent plus loin dans la compétition. Et le 8e de finale, parce que celui-là, c'est normal, c'était Italie-Corée du Sud, l'arbitre Byron Moreno, qui s'est fait arrêter l'été dernier à l'aéroport JFK aux États-Unis en possession de cocaïne. Donc là, tu vois qu'il y a des gros dysfonctionnements. On fait confiance à des gens qui sont des trafiquants et qui sont dans le système. De toute façon, c'est des gens. Le système est là. Corrompu et pour moi et beaucoup de ficelles issues de la mafia et d'autres trafics, et les gens qui sont là qu'on connaît, que ce soit des grands noms, des petits noms, c'est juste des pions, hein, qu'ils soient là ou pas là, le système sera toujours là. Ils ne sont pas à la base pour moi de ce système, c'est juste des gens qui sont là, qui acceptent les conditions et puis qui font leur boulot sale et propre, hein. Ouais. Il y a des choses comme ça sur le dopage qui sont assez particuliers quand même. Alors on accueille notre agent qu'on adore dans notre émission, notre consultant Monsieur Payan qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Payan. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu de retard. Hein. Mais vous inquiétez pas, il y a pas de problème. Alors on était justement en train de premier débat, on était parti sur le dopage. Alors un petit avis là-dessus justement, on avait parlé de Sepp Blatter qui avait dit qu'il y avait pas de à un moment qui avait dit qu'il y avait pas de dopage dans le football et maintenant qui dit qu'il y en a mais que c'est pas organisé et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez des dernières déclarations de Sepp Blatter sur le dopage? Oui, mais bon, de toute façon, Sepp Blatter, il donnera toujours les mêmes avis et c'est normal parce que chaque fois qu'il y a des grandes polémiques ou des grandes affaires qui sont dévoilées, il ne pourra pas dire le contraire. Et ça se passe pareil dans le cyclisme ou dans d'autres sports où on voit bien que les instances veulent pas trop se mouiller avant de savoir le fin mot de l'histoire. Le plus dangereux, c'est quand il y a le fin mot de l'histoire, c'est de savoir qui il faut sanctionner, comment il faut sanctionner. Pardon, mais c'est Christophe ici, mais justement, le contre-exemple, ce serait peut-être le cyclisme dans ce cas-là, même si on sait que malgré tout, on va pas se leurrer, il y a quand même aussi dans certaines instances de cyclisme,
Il y a quand même aussi une volonté de masquer des choses, mais c'est sans doute le sport qui fait le plus contre le dopage. Maintenant, voilà, c'est une petite parenthèse parce que ça se passe ailleurs dans toutes les autres cadres sportifs, on est d'accord. Oui, Christophe, c'est vrai ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi, mais de toute manière, tu ne pourras jamais empêcher. C'est un petit peu, c'est le même fléau que le pari, hein, aujourd'hui. Le jeu dans le sport, hein, en global, le problème de dopage, c'est vraiment un problème qui est beaucoup plus vaste qu'on peut le croire, hein, en fait. Hein. Et aujourd'hui, et que ce soit en football ou même dans d'autres sports, on pourra toujours porter la suspicion. C'est ça qui est difficile. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Espagne récemment avec Ouais, si. Avec la Real Sociedad. voilà, l'ancien président qui a tout balancé. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas aussi par rancœur de s'être fait d'être parti du club? Tu sais, c'est vachement compliqué. Alors, justement, Dorian Martinez, qui est là avec nous, hein, Monsieur Payan, je sais pas si vous le savez, mais qui s'occupe de Sport Protect. Alors, moi, je pense que vous prônez un peu plus pour les joueurs qui sont pas assez informés sur ce dopage. Et qui prennent des produits, certains le savent qui sont dopants, mais d'autres peut-être ne le savent pas. Donc vous prenez peut-être un peu plus justement sur ce manque d'information. Grâce à votre site aussi, on sait certaines choses, mais alors c'est un manque d'information sur certains joueurs. Alors, il y a effectivement un déni tel du dopage dans certains sports, il n'y a pas que dans le foot, que l'idée même de prévention n'est même pas entendue. Puisqu'on dit, puisqu'il n'y a pas de dopage, il n'y a pas besoin de faire de prévention, et c'est là déjà une grave erreur, puisque je pourrais vous citer plusieurs cas, comme Kolo Touré à Manchester City, suspendu 6 mois parce qu'il a pris un complément alimentaire contaminé avec une substance dopante, Zanké Diarra à la finale de la Coupe de France, qui a pris de la prednisolone par corticoïde. Donc, c'est pas du dopage là, pour le coup, massif, mais à chaque fois qu'il y a une affaire de dopage, ça porte atteinte très profondément à l'image du sport, à l'image du joueur, à l'image du club, etc. Et donc et puis à la santé du joueur, bien sûr. Et donc c'est une erreur de ne pas faire de la prévention. Nous, sur le site www.dopage.com, pour vous donner, on a mis en place des applications qui sont gratuites pour les sportifs. On rentre en contact avec les fédérations, etc. Et la première fédération qui a protégé tous ces sportifs de haut niveau, c'est la Fédération française de pétanque. Et je le dis pas avec humour, hein, c'est la réalité. Donc là, on voit que effectivement, il y a une sorte de déni même de la prévention. C'est ça qui est gênant. Ouais, mais même, ça veut aussi dire que même dans des sports, on le sait, des golfeurs se dopent. De toute façon, tant qu'il y aura du sport, il y aura toujours du dopage. Ça, je pense que c'est quelque chose que malheureusement, on devra tous accepter à combattre. Si bien sûr on est tenté par le combattre, c'est cette idée que on ne pourra jamais. Il y a des gens que j'entends dire ou écrire le dopage, il faudrait le dopage zéro, ça n'existera évidemment jamais. Il n'y aura jamais le vol zéro, il y aura jamais la criminalité zéro. Alors c'est une fatalité, donc on doit s'habituer au dopage. Non, c'est pas évidemment que c'est pas une fatalité. Maintenant, il faut augmenter. Il faut augmenter effectivement la prévention, mais ça passe surtout par une responsabilisation et ça passe par des instances sportives, puisqu'on va revenir quand même au football, par des instances sportives qui combattent. Moi, j'accuse avec gravité les instances du football et j'ai cité des exemples qui sont quand même criants et qui sont, je trouve, très très graves, les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Moi, je les accuse d'avoir des complicités avec des industriels du dopage et comme ils ont des complicités avec des gens de la mafia, comme ils ont des complicités avec l'argent sale, on l'a vu, et comme ils ont des complicités avec tous les organisateurs qui ont obtenu les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe à compter au moins de 2016 en France jusqu'en 2024 au Qatar. Ok. Eh ben, écoutez, messieurs, je pense que sur le dopage, on a déjà été assez complet. C'est vrai que ça va très rapide, mais on a 3 autres débats derrière. Donc, le mot de la fin pour vous, Monsieur Dorian. Donc, il faut de l'information et Sport Protect est là. Donc, un petit mot sur Sport Protect. Sport Protect, c'est une communauté de sportifs qui se protègent à la fois sur les questions de dopage, sur les risques de mort subite par arrêt cardiaque, sur la prévention de manière très générale. Et donc, je vous ai donné l'adresse, c'est www.dopage.com. On peut ouvrir son compte gratuitement. Il y a accès à toutes ces informations sur son portable, sur son iPad, etc. Et pour faire une transition peut-être avec des sujets qui vont suivre, on a également édicté les 10 règles d'or pour la prévention et la préservation de l'éthique sportive concernant les paris sportifs. Parce que là aussi, les sportifs, notamment de haut niveau, ne sont pas informés, ou en tout cas pas assez informés sur ces questions-là. Ok, très bien. Allez, quelques petites réactions Twitter, Brice. Je te prends peut-être de court un petit peu.
Si t'en as Juste quelques-unes, peut-être. vas-y. Après, Christophe, Non, très, juste très peut-être que rapide. ça peut être très très simple aussi pour on parlait notamment des préventions et après Brice interviendra. Des préventions contre les malaises cardiaques, ça peut être très très simple. Il y a un journaliste belge qui a fait ça en Belgique, qui a vraiment, c'est une star en Belgique, ce journaliste-là, qui l'était déjà avant, et qui a vraiment mené un combat auprès des autorités politiques. C'est très simple d'obliger les arbitres, donc tous ceux qui veulent être arbitres en Belgique, à suivre des cours de premiers secouristes. Et la loi sera donc d'application dès la saison prochaine. Chaque arbitre sera un premier secouriste. Ça permettra en plus d'avoir cette proximité, d'être un peu un arbitre pompier, un arbitre héros. Ça permettra en plus d'avoir une crédibilité supérieure pour les arbitres. Comme quoi, ça coûte 0 € et c'est très simple. Ouais, ça peut surtout sauver des vies. Je rappelle juste, pardon, c'est quand même important, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme, surtout quand ça touche la famille et les sportifs concernés. Il y a 600 sportifs par an en France qui décèdent en pleine force de l'âge d'un arrêt cardiaque sur des terrains de sport. 600 par an. Donc c'est quand même quelque chose, effectivement, à ne pas prendre à la légère. Et donc l'installation aussi de défibrillateurs cardiaques dans toutes les enceintes sportives est un combat important à mener également. Obligatoire. D'ailleurs, à ce titre, je vais vous dire qu'en Espagne, cette année, ça a été appliqué sur tous les terrains d'Espagne. Exact. En Belgique aussi, obligatoire dès 2014. Et voilà, Même les petits terrains amateurs. Ça va venir en France. Ah ouais, donc ça c'est des bonnes nouvelles en tout cas pour sauver des vies, ça faut pas se le cacher. Brice, quelques petites réactions Twitter et après nous on va renchaîner sur notre débat. Ouais, il y avait une question de Jérémy Battet qui demandait en fait si justement les contrôles sanguins ça pouvait pas nuire à la performance des sportifs dans le sens où en faire un et jouer un match 2-3 jours après, est-ce que ça pouvait pas être même dangereux pour la santé du sportif? Non. Ça peut être gênant parce que c'est vrai que de subir une piqûre, une prise de sang, c'est jamais agréable, mais en termes de le volume sanguin qui est pris n'impacte en rien du tout les performances. Donc sinon c'est pas du tout un souci. D'ailleurs, les cyclistes qui sont justement soumis à ces contrôles ont des performances extraordinaires, en partie d'ailleurs grâce au dopage, mais donc non, c'est pas du tout un problème. Ça dépend s'ils injectent ou s'ils propulsent. Ça dépend, faut pas qu'il y ait d'erreur. Ça dépend dans quel sens où elle est la seringue. Voilà. Permettre, ça pourrait paraître cocasse, mais c'est très sérieux. J'ai découvert cette semaine en étudiant un petit peu tout ça par hasard, en ignorant l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui. J'ai découvert par hasard qu'il existait le dopage au Viagra. Parce que le Viagra augmente les capacités pulmonaires de manière très très intense. Et bon, on connaît un peu le processus, on va pas rentrer dans les détails. Et il existe un dopage au Viagra qui serait plus efficace que la créatine. Mais tu sais, Christophe, je vais t'expliquer. Christophe, juste la créatine, c'est pas une substance dopante déjà. Et effectivement, le Viagra, la substance active du Viagra est dans les tablettes de l'Agence mondiale antidopage, comme la nicotine d'ailleurs. Et il se pose la question très sérieusement de l'intégrer dans la liste des interdictions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas interdit. Et Christian, je vais vous terminer. Et à l'époque, moi, quand je jouais, il y avait une liste donc qui était bien précise et il y avait beaucoup de médicaments qui étaient calmants en fait, qui étaient même des vasodilatateurs ou des médicaments qui étaient utilisés pour calmer la tension. Et en fait, moi, j'avais demandé à l'époque à Lyon au médecin en disant comment ça se fait que dans le football on ait ça sur la liste. Et en fait, c'était les produits qui étaient utilisés notamment par les biathlètes. Et dans le biathlon, c'est-à-dire pour baisser la tension sur le tir. Et tous les sports de précision, ils utilisent des médicaments. C'est pour ça que certains médicaments, c'est pour ça qu'on peut voir des médicaments qui peuvent surprendre. Moi, je prendrais plutôt, et je vais vous dire une chose, là, je vais peut-être être plus dur, sur une liste de médicaments par rapport aux disciplines. Parce que souvenez-vous, en natation, Muriel Hermine, qui n'avait pas pu faire les Jeux Olympiques, je crois que c'était à Séoul, à cause d'une grippe carbinée. Alors, c'est déjà le cas, hein. C'est-à-dire que la législation antidopage a évolué, et là, maintenant, effectivement, les bêta-bloquants ne sont interdits que dans certains sports. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une pathologie, un footballeur ou autre, il n'est pas soumis à cette liste des bêta-bloquants
qui est interdite pour les sports de précision, le tir à l'arc, la pétanque, etc. Donc là, je veux pas contredire, mais il y a certains vasodilatateurs, ou certains inhalateurs, mettons si on a un rhume carabiné qu'on ne peut pas prendre parce que Oui. c'est un petit peu l'affaire qu'a eu le pauvre Diego Maradona à la Coupe du Monde. Oui. Oui, notre ami Joe Avalanche a choisi ce petit superfuge pour virer notre pauvre Diego, et alors qu'on a bien vu que bien de temps après, aujourd'hui, ça ne sera pas considéré comme du dopage. C'est pour ça qu'il faut faire très attention pour tout un tas de sportifs. Et la liste des interdictions, c'est une liste de substances et non pas de médicaments. C'est pour ça que sur nos applications sur dopage.com, le sportif peut vérifier si son médicament, il est considéré comme dopant ou non. Il y a des pièges énormes, comme le Solupred. Les Actifed, il y en a 7 ou 8 en France et il y en a 2 qui sont dopants sur la liste. Donc selon le médicament que vous prenez, même certains noms peuvent porter à confusion. Il faut être extrêmement vigilant en effet. Il y a la Zayafed aussi, qui est très. Allez. Très bonne pour le cœur et pour la reprise physique et tout ce qu'on veut, Zaya. Allez, messieurs, juste une petite réaction Twitter juste avant. Brice, une dernière réaction Twitter de notre ami Jordan Galtier. Oui, Jordan qui me dit que eux dans leur club. Pas abusé quand même. Vas-y, t'es mon héros, Jordan, t'es mon héros. Dans leur club, que se passe-t-il? Et donc qui me dit que en fait souvent dans leur club ils sont contrôlés de manière au niveau des tests sanguins de manière inopinée et en permanence. Et là par exemple entre autres ce matin ils ont eu toute l'équipe est passée parce que le contrôleur est venu à Arles-Avignon et donc toute l'équipe a eu le droit à son test sanguin et qui confirme que c'est fait dans à peu près tous les clubs de football professionnels en France. Donc Dorian, en fait il y a des tests quand même, il y a des tests sanguins mais qu'à certains moments comment ça se passe? Non, ça commence. En fait, la polémique, elle est plus sur les grandes compétitions, comme les Coupes du Monde, etc. Et donc, effectivement, là ça commence. Et d'ailleurs, l'Agence française de lutte contre le dopage a tout à fait le droit d'intervenir, etc. Le problème, c'est sur les compétitions internationales où les contrôleurs ne sont pas forcément rattachés à une agence indépendante et ils sont rattachés à la fédération internationale. Et c'est là c'est tout le nœud du problème en fait. Est-ce que vous accepterez, est-ce que vous imaginez si vous étiez votre propre contrôleur du fisc? C'est un peu ça. C'est très difficile que pour la FIFA ou l'UEFA d'être sévère envers sa propre discipline. Et donc là, il y a un souci, je dirais, sur le papier. Et il faut vraiment œuvrer pour qu'il y ait une agence indépendante qui soit à l'œuvre pour toutes les compétitions. Sur le pays, c'est moins gênant, mais surtout pour les compétitions internationales. Très bien. Ça rejoint un petit peu ce que disait Carl Lewis dans l'affaire des JO, où il disait qu'il fallait que la Jamaïque se soumette, et finalement la Jamaïque a dit qu'elle se contrôle elle-même. Oui, c'est vrai qu'on peut tous se poser des graves questions, où on voit l'athlète qui arrive, qui nous fait, c'est-à-dire son apparition avec un bon programme bien précis, et puis il apparaît pendant 15 jours et après il disparaît. C'est vrai que finalement, dans le football, il faut pas l'oublier, ça peut se passer aussi. Hein. Non, mais c'est sûr. Ne faut pas révolutionner la FIFA. La FIFA marche bien. Voilà. C'est Seb Blatter qui nous a coupé, messieurs. Voilà, la FIFA marche bien. Voilà, non, mais ça, c'est drôle. Elle était drôle, ta blague. C'est notre jingle qui va nous couper à chaque débat. Oui, je suis obligé. Non, mais juste un truc. Non, Chris, je suis désolé. Je peux pas. On est trop chaud dans le temps. Je suis désolé. On va passer sur les paris Seb Blatter. Voilà, on peut pas couper Seb Blatter. Je suis désolé, messieurs. Allez, on va passer aux paris truqués. Les paris truqués, Dominico, là, quelques petites choses croustillantes à nous dire. Juste vous rappeler, il y a plus de 380 matchs truqués et 420 dirigeants, joueurs et arbitres qui ont été mis en commission avec tous ces matchs truqués. Enfin, il y a beaucoup de noms qui vont peut-être tomber. Enfin, pour l'instant, rien, on n'en sait pas plus. Et aussi derrière, ça serait une somme qui avoisinerait 8 millions d'euros de bénéfices. C'est quand même pas mal. Non, c'est pas mal. Attention, messieurs. Tout ça se passe, faut savoir, à Singapour. Ces groupes criminels est basé à Singapour. C'est des échanges avec justement ces arbitres, ces joueurs. C'est 140 000 euros maximum par personne, donc pour les corrompre. Donc ces pots de vin, c'est 2 millions d'euros. Voilà, donc c'est beaucoup de chiffres. C'est 380 matchs en Europe. Il y en a 300 matchs ailleurs.
Enfin, Europe et Amérique du Sud. Voilà, donc ailleurs il y en a 300 matchs. Donc enfin, c'est énorme, c'est sur entre 2008 et 2011. Oui, mais la plupart parce que sont en Italie, donc c'est bon, on sait où c'est. Peut-être aussi. Et il y a 2 matchs de Ligue des Champions et 2 matchs des éliminatoires de l'Euro 2012. Et donc plusieurs matchs aussi de l'élimination de la Coupe du Monde, donc comme le championnat turc, allemand, suisse et encore d'autres. Alors Domenico, t'avais quelques petites choses à nous dire. Vas-y Domenico, lâche-toi sur les paris truqués, c'est ton domaine, j'ai envie de dire ce soir. Oui, comme vous le savez, je suis un parieur avéré. Et c'est vrai que maintenant, j'ai mon petit réseau et j'ai des personnes des fois qui me disent attention, j'ai une info comme quoi il y a des grosses mises en ce moment. Donc pour vous donner un exemple des plus récents, parce qu'on va pas remettre en ce qui s'est passé il y a quelques années. En gros, moi ça me surprend pas parce que c'est vrai que c'est vraiment des réseaux et de toute façon ça va éclater. Et au mois de décembre, il y avait une rencontre de Serie A où il y avait une équipe relégable. Bon, c'était Pescara contre Bologne et j'ai un ami à moi qui est buraliste qui m'a dit qu'une personne était venue et avait misé plus de 10 000 euros sur Pescara. Pescara, à savoir, Pescara Catane, pardon. Pescara était en position était relégable. C'est une équipe qui vient de 2e division et qui jouait contre Catane. Catane, c'est une équipe plutôt en forme. Et c'est vrai que sur le papier, pour les parieurs, on donnait plus Catane gagnant que l'équipe de Pescara. Et cette personne-là m'a dit qu'il y avait une personne était venue, elle avait posé 10 000 euros, une autre derrière 10 000 euros, et une autre derrière était venue poser 100 000 euros. Donc moi-même, j'ai parié sur cette équipe de Pescara et j'ai suivi donc ce match. Il y avait eu une ouverture du score de Pescara, une égalisation après de Catane, et à la 94e minute, un coup franc imaginaire tiré par un joueur de Pescara, mur ne saute pas, le gardien fait semblant de plonger à droite, et le ballon va à gauche. C'était vraiment un but. Voilà, c'est le scénario du match, en tout cas, qui peut être imaginé magouillé. Donc moi, c'est mes infos. Après, voilà, c'est mes informations. Après, on parle d'Italie, mais il y a aussi en France. En début janvier, il y a eu les premières échéances de Coupe de France avec des clubs amateurs qui jouaient contre des premières divisions. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de matchs nuls à la mi-temps? Ouais, mais non, mais attends. Là, je suis vraiment. Bon, d'abord, évidemment, est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. C'est pas du tout une surprise. Enfin, je veux dire, à moins que vraiment on soit très très. Il y a le froid. Mais moi, si je te dis ça, c'est parce que j'ai une information d'une personne à moi où une personne de sa famille jouait dans un club de division et ces joueurs-là, eux-mêmes, ont parié sur le match nul à la mi-temps, ont mis des grosses sommes d'argent sur le match nul à la mi-temps qui était super bien coté, qui triplait la mise, qui ont joué contre des premières divisions et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que ça, c'est évidemment très très grave. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Tu nous as évoqué des sommes qui sont quand même gigantesques. Moi, il faut cibler aussi de quoi on parle sur cette affaire-là qui concerne 700 matchs, 8 millions d'euros. Si on calcule, ça fait une moyenne de 10 000 euros par match, sachant que 10 000 euros par match, c'était un réseau qui était organisé et qui fonctionnait sur des matchs souvent de voire de 3e division. C'est quand même la force de ce réseau-là, c'est justement que c'était des petits paris qui additionnés effectivement sur 700 matchs fait un montant de 8 millions d'euros. Alors pour te compléter, Chris, moi j'ai les informations, c'est 16 millions d'euros de mise et c'est 24 millions d'euros de gains. Alors après, 8 millions en tout. Pourquoi? Parce qu'il faut payer à droite à gauche justement les personnes qui doivent faire des choses, donc automatiquement l'argent descend. Donc ça fait et après il y a les gens qui sont bien. Donc on est d'accord, oui, mais ça fait peut-être pas 10 000 euros de mise, mais 10 000 euros de gain. On est quand même d'accord sur. Après, messieurs, je vous interromps, mais le plus gros scandale, c'est même pas qu'il y ait des paris, puisque ça, on le sait. Des matchs truqués, on le sait, ça fait des années. Maintenant, le plus gros problème, c'est la morale, puisque cet argent est de l'argent généralement qui vient de l'Est, qui est blanchi par ces systèmes de paris, et c'est de l'argent qui ensuite est réinjecté dans les réseaux de prostitution et de drogue. Et là, c'est un vrai problème. Qu'il y ait des matchs truqués, on le sait, c'est pas nouveau. Par contre, effectivement, que maintenant on sache, preuve à l'appui, que ces matchs-là, que ces paris-là ont pour but de blanchir de l'argent pour des réseaux criminels, c'est déjà beaucoup plus nouveau. À savoir que c'est beaucoup plus facile de rentrer, on va dire, et d'essayer de magouiller dans une 2e division, puisque les joueurs sont beaucoup plus, on va dire, vulnérables.
Et c'est beaucoup plus facile au niveau de l'intimidation. C'est vrai qu'en Italie, il y a eu des témoignages des gens que quand le scandale a éclaté, des joueurs qui se sentaient vraiment soulagés de enfin pouvoir dire quelque chose parce qu'ils ne pouvaient plus vivre avec cette boule au ventre, des menaces de mort quotidiennes. Si tu marques pas contre ton camp, on te tire dans les jambes, on tue ta famille. Et quand ce scandale-là a éclaté, il y a beaucoup de témoignages de joueurs qui sont soulagés que le scandale a vraiment été ça a éclaboussé en Italie pour se sentir un petit peu mieux. Alors, mais messieurs, je veux vous faire réagir sur quelque chose parce que Sepp Blatter a réagi à ça automatiquement. En clair, il a dit que c'était une fatalité, qu'avec ses paris sportifs et avec tout ce qui se passe autour, avec tout cet argent, c'est une fatalité. Il y aura toujours des tricheurs à droite, à gauche, donc c'est une fatalité. Faut s'y faire. En haut. Et donc, surtout en haut. Ouais. Et donc j'ai envie de faire réagir Christian là-dessus. Est-ce que c'est une fatalité ou qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Faudrait peut-être tout arrêter tous ces paris sportifs qui pourrissent quand même le football. Bon, là déjà on va reprendre un petit peu. Je vous ai tous écoutés. Hein. C'est vrai, je peux pas défendre Blatter là-dessus. Mais c'est le problème des paris sportifs. Déjà, on rentre dans un domaine légal et juridique. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est quand Europol ont sorti, c'est-à-dire déjà ce buzz, mais qu'ils nous sortent d'entrée, c'est-à-dire les noms des gens, l'enquête, les clubs incriminés, et au lieu déjà de faire leur buzz finalement, sans nous sortir rien du tout. Aujourd'hui, on est au courant de rien. Et forcément, soyez pas trop bêtes, ceux qui sont en train de faire ces petites magouilles, mais déjà ils vont les calmer. Vous avez peut-être senti l'écran de fumée qui est passé. Donc c'est ça que j'ai du mal à saisir. Sachant qu'on le sait bien depuis des années, depuis l'affaire du Chinois en Belgique, depuis le Totonnerre ou en Italie dans les années 80, ça a repris avec le pari en ligne. Vous pouvez pas forcément l'empêcher. Là-dessus, Blatter, il a un peu raison. Vous avez beau mettre, mettons, des radars sur la route, vous aurez toujours un barceau qui passera de 150 km/h. La seule chose qu'il faut faire, et je pense, et c'est toujours pareil, c'est dans les sanctions, dans tout ce qui se passe, même on va revenir sur le dopage ou sur autre chose, c'est lorsqu'on pince quelqu'un, c'est-à-dire lorsqu'il y a une sanction, il faut que les sanctions soient lourdes. Mais quand je dis lourd, c'est des suspensions 10 ans, des suspensions à vie. Voilà. On a du mal à comprendre que Paolo Rossi, j'aime bien Paolo Rossi, qui s'est fait pincer au Totonero, il prend, je crois, de mémoire, je crois qu'il prend 2 ans de suspension, et on revoit le gars, il revient, il est champion du monde derrière en 82. Voilà, la morale, elle est où? Chris, tu as raison. La morale, il n'y en a pas. Et pour donner l'exemple, il faut attraper. Alors là, j'espère qu'Europol, mais est-ce qu'ils ont les armes, Europol, pour frapper? Je pose la question. Ouais, ça, c'est une grosse... Ça, c'est une très grosse question. Certainement pas, parce que c'est comme tu l'as dit, un écran de fumée. Alors, tu as dit des choses interpellantes. Un écran de fumée, on est d'accord, 10 000 € de gains en moyenne par match. C'est ce qui a permis sans doute la réussite de cette organisation mafieuse. C'est justement la petitesse, entre guillemets, des profits qui font que il n'y avait pas un match spectaculaire et pas eu un match spectaculaire qui aurait attiré l'attention de... Alors, il va falloir, Christophe, que tu prouves le délit, c'est-à-dire sur le pays où ça a été fait. C'est une affaire qui est très compliquée. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup de buzz, je peux vous le dire, pour dire attention, on est là, on surveille. Et vous verrez, moi, j'ai pas trop confiance en cette affaire d'Europol, parce que aujourd'hui, je sais pas si demain il y avait une procédure, on imagine que ça soit en Italie ou en France, forcément vous allez arriver sur des problèmes juridiques qui vont se passer. Mais alors, moi j'ai une question, messieurs, pardon, j'interromps, mais est-ce que moi, j'ai une question, je suis de ton avis, c'est un écran de fumée. Et est-ce que finalement, cet écran de fumée, il tombe bien, puisque la FIFA et l'UEFA est en mauvaise posture, suite au Qatar Gate dont on va parler après? Ben, exactement. Attends, Blatter qui critique cette histoire, c'est comme si le pape critiquait l'abstinence. Franchement, c'est du foutage de gueule là-dessus. Sincèrement, quand on connaît ce qu'a fait Blatter depuis des années, quand on nous connaît quand même, dans quoi il a baigné, dans quel argent sale il traîne depuis des années, franchement, on a envie de... Moi, personnellement, alors sur le fond, on est d'accord, bien sûr qu'il a raison, Christian. C'est sur la forme qu'on a envie qu'on tique un petit peu. Non mais attendez, mais messieurs, faut être d'accord. Peut-être que c'est un écran de fumée, mais dans 2-3 ans, grand maximum, j'ai envie de dire, les gens vont peut-être ralentir le mouvement ou vont trouver d'autres manières, mais
il faut être réaliste, ça va repartir. Domenico nous dit des choses assez aberrantes. Brice, qui était à Tours Grenoble, peut nous en parler maintenant, là, s'il veut, sur ces matchs complètement bidons. Faut être réaliste. Nous-mêmes, on le voit. Comment il y a une tu grosse peux différence. empêcher? Je vais t'expliquer. Quand on a fait l'émission, justement, on en avait parlé des paris en ligne, quand il y avait l'affaire du handball. Moi-même, j'ai passé une note de service à tous mes joueurs, à toutes les personnes qui sont en contrat avec moi, 49 au nombre. J'ai informé tout le monde en disant de près ou de loin, il n'avait pas le droit de parier. Mais comment tu veux faire? Si le joueur il part, il va parier. Ou si tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, oui, si tu n'as pas des sanctions qui sont données, je vais te donner juste un exemple. Je vais vous le donner là. Comment vous pouvez comprendre que Marcel Desailly ou d'autres personnes puissent se permettre de donner des pronostics? Comment vous pouvez comprendre que Luis Fernandez sur l'antenne de RMC puisse donner des paris, des pronostics? C'est possible. Ça, c'est pas possible déontologiquement. Et il y a quand même quelque chose qui est aussi très frappant, un exemple qui vous a peut-être pas marqué vous. Figurez-vous que le Burkina Faso qui a atteint la finale de la CAN, il est entraîné par Paul Putz. Christian va évidemment, il sait à quoi je vais faire allusion sans doute. Paul Putz, c'est justement le plus gros, celui qui a le plus grassement été payé dans l'affaire du Chinois en Belgique. Vous savez, il y a quelques années où le Chinois avait acheté des matchs de seconde zone en Belgique, Zéomier. Et Paul Putz, il est persona non grata en Belgique à vie. Et Paul Putz a donc été exclu forcément du football belge. Mais donc, ça, c'est la FIFA. C'est le règlement FIFA. En Europe, il ne peut plus entraîner. Mais par contre, au Burkina Faso, on lui a fait une promotion d'enfer. Là, c'est son heure de gloire en Afrique, du coup, parce qu'il a entraîné une équipe qui a été en finale de la CAN. Et ce type se permet de donner des leçons de morale et en tapant sur l'éthique des Belges ou des Européens en général. Et moi, je crois effectivement que non seulement il y a une hypothèse générale sur la capacité d'oubli, on oublie très vite. Alors, effectivement, on va pas brûler des gens qui ont fraudé, mais on a une capacité d'oubli et surtout, on a un manque d'uniformisation qui, là, franchement, prête à sourire quand on entend les Blatter et les Platini se plaindre de ça. Mais qu'est-ce qu'ils attendent depuis des années? C'est eux qui ont les cartes en main pour uniformiser les sanctions. Là, c'est du foutage de gueule et uniquement du foutage de gueule. Christophe, ça rejoint ce que je t'ai dit sur l'affaire Paolo Rossi dans les années 80. On le voit, il gagne la Coupe du Monde en 82. Tout le monde a eu la mémoire courte. Domenico. Juste pour ajouter une petite chose, effectivement, et on voit que les gens ont beaucoup la mémoire courte dans les instances. On va prendre un exemple tout bête. Alors, c'est pas lié au pari, mais c'est lié à une personnalité en particulier. C'est Adrian Moutou, qui se fait choper à la cocaïne une fois, deux fois, trois fois, qui va arnaquer son club, tout ce qu'on veut, et derrière, il a des sommes à payer faramineuses, qu'il a jamais payé, pour dédommager ses clubs, et il a le droit de signer où il veut, on lui donne des licences pro quand il veut. Est-ce qu'effectivement, c'est quand même assez alambiqué? Parce que c'est la star en Roumanie, parce que Platini a besoin des votes de la Roumanie et de l'Europe de l'Est pour être élu président, on le laisse faire ce qu'il veut. Et je trouve ça scandaleux. Pour moi, je ferais quand même une grosse distinction entre les deux cas parce que, d'une certaine manière, on va pas minimiser encore une fois le dopage ou les drogues, mais ça, je pense que c'est plus des soucis liés au civil de la personne plutôt qu'à l'éthique d'un sport dans le monde. Mais enfin, je suis d'accord avec toi, c'est sur l'intérêt hypocrite de Platini et de Blatter, là-dessus on est d'accord. Alors, je juste poser une question à Domenico. En Italie, on sait qu'il y a un réseau de mafia, tu l'as dit, hein, autour de ces paris sportifs. Est-ce que justement ça tue pas le football italien actuellement? C'est en train de le tuer, hein. Faut être clair, et l'UEFA ne réagit pas plus que ça. Bah, c'est vrai que l'été dernier, on était encore au cœur d'un gros scandale, surtout qui a touché Conte, mais l'entraîneur actuel de la Juve. Il y a eu des sanctions, enfin la justice italienne, notamment le procureur Palazzi, qui a essayé de donner 2 points de pénalité à Naples. À un moment, il s'est attaqué aussi à la Lazio, mais ça a été très vite annulé. Il y a eu des sanctions, donc qui concernaient des points de pénalité sur le championnat en cours, qui ont été annulés le mois d'après, puisque si il amputait Napoli, comme ça devait être l'équipe première qui devait être pénalisée, il fallait amputer au moins la moitié du championnat. Donc du coup, personne n'a été dans cette nouvelle affaire. Et encore une fois, personne n'a été sanctionné. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le grand n'importe quoi au niveau de la justice italienne, notamment de ce procureur Palazzi qui a envie de faire le grand ménage. Mais je pense que c'est vraiment un stable mouvement
le football italien malheureusement à l'heure actuelle. Et c'est surtout la série B, deuxième division. C'est vrai que des fois quand on entend des joueurs qui ont dit j'ai marqué contre mon camp et en échange j'ai eu une Fiat Uno ou Punto, c'est vrai que c'est là on se dit on est vraiment dans la misère pour en arriver là. C'est horrible d'entendre des choses comme ça, mais c'est exactement la vérité. Et alors justement, messieurs, on en parle. On appelle ça les matchs truqués. Ils disent l'Allemagne. Ils parlent de l'Allemagne. Alors, est-ce qu'on va pas voir ce qui s'est passé en Italie, en Allemagne? Vu comment c'est parti, ça peut être possible. Donc, comme le dit Monsieur Payan, faut que les têtes tombent, faut que les noms tombent aussi. Actuellement, on n'a rien du tout. Alors, pour faire plus simple, pour faire plus rapide, est-ce que la FIFA ou l'UEFA doit pas arrêter tous les paris sportifs, arrêter tout du jour au lendemain, comme ça il y aurait plus de problème. D'abord, si tu le faisais, pardon, en une phrase, si tu le faisais, ça ne supprimerait pas, ça se ferait de manière illégale. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, je pense que. Vas-y, Dorian, oui. après Christian. Dorian et après Christian. Je vais essayer de faire bref, mais une phrase. Le dopage tue les sportifs ou leur porte atteinte, ok. Mais les paris, eux, ils tuent le sport. Et on oublie une chose. Moi, je vous écoute, etc. Et je suis d'accord avec beaucoup de choses qui se disent. Mais on oublie que le sport n'a qu'une centaine d'années. Le sport n'est pas éternel. On parle comme si le sport existera toujours. Et moi, je crois que le cycle infernal a commencé. Et quand on légalise quelque chose qui porte atteinte au sport avec un grand S, on accélère le mouvement. Et je pense que d'avoir légalisé les paris sportifs, c'est une grande erreur. C'est quand même plus facile d'aller parier légalement, etc. Pour plein de raisons. Je vous les donne, ce n'est que mon avis. Premièrement, ça change la donne chez les supporters. On ne vibre plus pour les mêmes raisons. Puisque avant, on va vibrer pour le maillot, pour tout ce que vous voulez, son club, etc. Maintenant, on peut même jouer la défaite de son club. Donc ça introduit un effet pervers déjà chez le spectateur et le supporter. Le supporter qui va peut-être maudire, voire plus, l'arbitre, le joueur, parce qu'il a fait perdre 10 000 euros, 5 000 euros. On va voir des assassinats. C'est triste ce que je dis, mais j'en suis persuadé. Des gens qui vont péter un câble. On va avoir peut-être des procès. Vous m'avez fait perdre parce que vous avez fait une erreur d'arbitrage. Chez les joueurs, on l'a déjà vu, ça s'est vu dans le handball, mais ça existe partout et dans tous les pays. On peut miser contre son club. On peut miser de soi-même, on peut miser parce qu'on a reçu des menaces, des pressions mafieuses, sans même gagner de l'argent. Je menace ta famille. Il y a un conflit d'intérêts, mais criant, et qui est sur le papier pour les clubs. Les paris sportifs peuvent être sponsors, peuvent être actionnaires soit directement, voire par les filiales. Et donc je pense qu'il y a un conflit d'intérêts et que tout cela, et ça ne concerne pas que le foot, va détruire totalement à terme, peut-être 10 ans, 20 ans, j'espère que je me trompe, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement. Et c'est ça qui, moi, me désole, et je me dis, le système, il n'est pas immoral, il est amoral. Il n'y a pas de morale, il y a un système, il est là, et donc je trouve que c'est dommage que des hommes ne se soient pas élevés contre les paris. Qu'il y ait du pari illégal, c'est une chose, mais qu'on le légalise et qu'on accélère le mouvement, on est en train de constater, alors que c'est tout récent, voilà les dégâts, ils sont en train de prendre une ampleur importante. Ok. Voilà, vous savez grâce à qui c'est devenu légal finalement? Je vais vous poser la question. Vous allez revenir, on va revenir sur les années antérieures. Grâce à la France, grâce à un fameux procès entre la Française des Jeux et Bwin. Et souvenez-vous quand Bwin avait pris le sponsor maillot de Monaco, la Française des Jeux qui ne voulait pas partager le gâteau, parce que contrairement à ce qu'on peut dire, la Française des Jeux, je pense pas que c'est nature. Là, je vais aller contre vous. Parce que moi, j'ai connu la période du 1 N2 pour l'autosportif. D'ailleurs, le l'autosportif sponsorisait la Coupe de France aussi. Et j'ai jamais vu de match catastrophique, on va dire, même si ça peut arriver, mais ça a jamais débordé. Mais la plus grosse erreur, je veux dire, dans la légalisation, mais ça a été la grosse connerie, on va dire, française, à vouloir ne pas partager le gâteau. Et le PDG de Bwin l'avait dit ce jour-là. Il avait dit, vous voulez jouer à ça? On ira au procès à la Cour européenne.
Et voilà. Et ce qui s'est passé derrière, c'est l'arroseur arrosé, on va dire. Et finalement, c'est la chose qui leur a pété à la figure. Par contre, le sport, ça fait pas 100 ans que ça existait. Tu voulais parler du sport professionnel, peut-être? Non, moi, il faut pas oublier qu'il y a eu le sport des Grecs il y a 4000 ans, mais pendant des millénaires, il y a plus rien eu du tout. Et le sport est revenu au début des années 1900. Le sport s'est structuré au début des années 1900. Les premières fédérations internationales. Le sport a commencé avant. Voilà, il y a eu un no man's land pendant des années. Le football, même des clubs, le professionnalisme existe depuis 1877. Voilà. 1877. Oui, de toute façon. Voilà. Et ça fait moins de 2 siècles. Mais bon. Attention, là, tu parles quand des experts ici, hein. Attention. Oui. Mais est aussi un expert. Mais moi, je vais pas être d'accord avec vous deux au niveau des experts. De toute façon, c'est l'éternel débat au niveau de la légifération des choses. Certains considèrent que dès qu'on légiférise, c'est terminé, c'est la fin du monde, il fallait pas faire. D'autres considèrent en revanche que légiférer, justement, les paris sportifs, ça peut permettre de mieux les contrôler, justement. Ça ne se fait pas dans l'illégalité, on peut surveiller ce qui se fait. Et d'ailleurs, si on n'avait pas légiféré les paris sportifs, on n'aurait peut-être jamais su ce qui s'était passé aujourd'hui, et on n'aurait peut-être jamais su l'affaire du Chinois, on n'aurait peut-être jamais su dans les scandales en Italie, parce que ce serait resté dans le domaine, justement, de l'inconnu, du caché, du masqué. Donc, moi, je considère plutôt qu'il faut légiférer, et par contre, qu'il faut restreindre ces paris sportifs. Oui, mais Christophe, là où tout le monde se trompe, Christophe, tout le monde attend après l'UEFA et la FIFA. L'UEFA et la FIFA sont des organismes complètement indépendants qui n'ont aucun pouvoir. Nous, on le voit même en tant qu'agent. Tout le monde fait que parler de la FIFA et de l'UEFA. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est par pays. Sur ce point-ci, ils n'en ont aucun. Tu as totalement raison. Par contre, ils ont le pouvoir que dès que quelqu'un se fait choper, ils peuvent uniformiser leurs sanctions au niveau mondial. Ça, quand même. Non, tu peux pas. Mais tu peux pas non plus. Mais non, tu peux pas. Avec les fédérations nationales. Mais non, tu ne peux pas non plus. Tu ne peux pas non plus. Et à chaque fois que tu repasses par le droit national, si chaque pays, comme tu dis, uniformise pas, mais chaque pays, c'est-à-dire chaque fédération et chaque parlement et chaque loi. Regarde. Mais tu peux exclure les fédérations qui ne jouent pas le jeu de la FIFA, par exemple. Non, ça rapporte trop d'argent, tu peux pas. Mais alors on parle d'argent. Moi, je te parle de pouvoir potentiel et légaliste, de ce qui est possible de faire. Oui, mais tu peux pas exclure une fédération, comme par exemple, si on prend l'exemple tout bête, là, on a déjà exclu des plus gros scandales depuis quelque temps. Alors, juste Chris, les plus gros scandales depuis quelque temps sont en Italie, ce qui éclate. Et je vois pas l'UEFA et la FIFA exclure l'Italie en tant que fédération. C'est pas possible. Légalement, tu peux pas. Tu as affaire. Par contre, si chaque pays légifère, comme tu as dit, et sanctionne, c'est-à-dire d'un point de vue, on va dire, sur des sanctions civiles et pénales, mais locales, là, après, la FIFA peut prendre en compte les sanctions, mais tu ne peux pas, arriver à la hussarde et dire non, j'ai l'UEFA et par exemple, sur l'affaire Paul Put, il était exclu des compétitions en Europe, mais pas ailleurs qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une affaire pénale. C'est l'UEFA qui a géré ça, mais de toute façon, la FIFA, moi j'ai pas des souvenirs précis, mais j'ai déjà vu des équipes et il suffit de voir une map monde avec des pays qui ne sont pas repris dans les listings de la FIFA et qui ne sont pas, qui ont été exclus de la FIFA. Ça peut arriver notamment en temps de guerre, etc. Moi je pense qu'il faudrait peut-être des mesures fortes sur les fédérations qui ne jouent pas le jeu. Moi ça c'est mon avis. Il ne faut pas révolutionner la FIFA. La FIFA marche bien. Excusez-moi, mais cette Blatter. Moi, je l'aime bien. Si vous avez parié PSG gagne 2-0. Hein. Juste un mot, parler de vraiment un mot, Chris. Vraiment un mot très rapide, très rapide. Sauver les choses. Si on plafonnait déjà les paris légaux, ça pourrait peut-être beaucoup faire avancer. Oui, alors, ça serait peut-être une solution. Merci pour ta solution, Chris. Allez, on va passer au troisième débat, pardon. On va passer sur le fair play financier. Je garde Qatargate pour la fin. Encore une belle blague. Ah, j'aime bien ça, je rigole. Pourquoi j'ai mis fair play financier? Pourquoi? Parce que tout ça a été aussi donné une idée de cette émission grâce à Thomas qui a fait un très bon article, deux bons articles sur RTS Radio. Donc allez les voir très rapidement. Et il parle justement du fair play financier. Et oui, c'est vrai, on a déjà parlé du fair play financier. Qu'est-ce que c'est le fair play financier? C'était le cahier des charges qui a été mis en place par l'UEFA, par Michel Platini surtout. Celui-là qui reçoit 100 000 € peut dépenser que 100 000 €. C'est un exemple. Enfin, celui qui reçoit 1 euro dépense que 1 euro.
par rapport au club. Voilà. Donc concrètement, actuellement, nous, on a dit sur RTS Radio, je prends en émission, l'émission a dit dernièrement, surtout nous, chroniqueurs, que c'est très faussé, c'est super faussé ce truc-là. De toute façon, automatiquement, on sait que le Qatar peut investir en sponsoring énormément d'argent, faut pas se le cacher, et peut justement le redonner très très rapidement pour les joueurs ou pour d'autres choses. Donc, la question va aller à qui que ce soit, je sais pas qui veut réagir là-dessus. Ah, Christian, est-ce premier, que, alors Christian, est-ce que c'est une vraie réforme ou que c'est une blague? Ouais, je pense que c'est une grosse blague, une grosse blague, parce que voilà, encore une fois, on arrive avec un système qui est mis en place tranquillement dans les sièges de Nyon en Suisse. Tu vas te replonger encore dans chaque pays, dans chaque droit du pays, avec leurs droits comptables. C'est déjà que, imaginez-vous, la DNCG, elle a mis une quinzaine d'années avant de vraiment marcher sur le territoire français, et déjà elle a même tout le plus grand mal à avoir des fois des rapports d'experts comptables bien pile. Imagine-toi un instant un club italien qui va transmettre ses comptes à l'UEFA, ou un club russe. C'est pratiquement, enfin, du point de vue théorique, c'est magnifique, c'est joli, c'est beau, c'est du Disney. C'est du Disney, hein. Si je suis ta logique, c'est on laisse la jungle alors. Enfin moi, je suis sidéré par. C'est déjà ce qu'on fait, Chris. Oui, mais là, on peut éviter de le faire, là. On peut éviter de le faire. La jungle, c'est que mais il a raison, Christophe. Il a raison, Christophe, de dire ça. Oui, c'est la jungle. Oui, c'est la jungle. Parce que, je vais vous donner un exemple. Valencia, qui joue ce soir et qui perd d'ailleurs. Il y a une grosse affaire qui s'est passée là en Espagne. Comme il leur manquait, ils avaient fait un prêt à l'époque à l'association. Ils avaient fait un prêt de 70 millions d'euros pour pas faire faillite, pour pas descendre, c'est-à-dire pour être vraiment et l'équilibre des comptes il y a 2 ans. Aujourd'hui, l'association ne peut plus payer les 70 millions d'euros. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un prêt à la Generalitat de Valencia. C'est l'équivalent du département de la région valenciane. Et là, le prêt a été accepté. En théorie, c'est interdit. C'est-à-dire on peut pas recevoir 70 millions d'une collectivité locale. Donc là, en théorie, Christophe, tu me dis que c'est la jungle. Là, moi, je suis dans mon bureau, je suis Platini, je suis le grand Manitou, admettons, du fair play. Qu'est-ce que je fais? Je décroche mon téléphone, j'appelle la fédération et la Ligue espagnole, je dis c'est quoi cette histoire? Donc on va faire comme on a fait à Malaga. Bon, finalement, moi, je pense que Malaga, ils ont fait un petit coup d'école pour dire, regardez, le fair play, ça marche bien. Et entre nous, c'est trop compliqué. Il faudrait une armée de 10 000 personnes pour contrôler tous les clubs en Europe. Alors moi, j'aimerais juste compléter ce que vient de dire Christian par 2 exemples assez concrets. Le premier, effectivement, pour Malaga. Alors Malaga, oui, je suis tout à fait de ton avis, c'est complètement du flanc, c'est vraiment tapé dans le vide, puisque j'imagine mal la FIFA aller dire ça à Manchester, aller dire ça à Milan, à dire ça au Real, etc. Et sans prix d'Europe. Et pourquoi pas? Parce que les droits ont été achetés des clubs d'Europe. Parce que les Qataris, mais les Qataris ont payé une certaine somme pour avoir la Ligue des Champions. Si tu leur proposes en tête d'affiche le Baté Borisov, ils vont peut-être un peu faire la gueule. Donc clairement, il y a trop d'enjeux économiques pour qu'on exclue des gros clubs. Première chose. Je peux te dire, ils s'en foutent royalement tant qu'ils gagnent le même pognon pour gagner la Ligue des Champions. Ils se foutent de savoir qui ils battent. Hein. Oui, mais Thomas, il te dit pas qu'il est d'accord. Il t'explique pourquoi. Il te dit pas qu'il est d'accord. Non, mais attends, mais moi je suis d'accord, mais je te dis, il me dit, oui, les dirigeants vont faire la gueule s'il n'y a pas des belles têtes d'affiche. Les dirigeants qataris du PSG, ils s'en foutent royalement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils gagnent la Ligue des Champions et le pactole qui va avec. Mais qu'est-ce qui est vendeur pour une Ligue des Champions? C'est d'avoir une affiche entre le Bayern et le Milan AC ou le Real, pas entre le Legia Varsovie et le Baté Borisov. Tu vas même pas pleurnicher en me disant que les Qataris du Paris Saint-Germain sont émus devant le beau football. Attends, mais c'est un conte de fées. C'est le rêve bleu d'Aladin. Ils vont pas payer des millions pour diffuser un Legia Varsovie Baté Borisov. Il faut être logique. Ils vont payer des millions pour avoir les meilleurs joueurs en phase 2. C'est logique aussi. Ils ne connaissent qu'un mot, c'est la rentabilité, ça. Il faut, ça fait partie. Ben non, spécialement la rentabilité, c'est surtout gagner du pognon. Donc qu'importe la manière, Thomas.
l'exemple, c'est le Milan AC, c'est la rentabilité. Ils ont dégraissé l'effectif l'année dernière en faisant partir Ibrahimovic, Thiago Silva. Ils ont fait partir une quinzaine de cadres, dont des joueurs qui étaient là depuis des années, hein, Nesta, Sidorf, Gattuso. C'est vrai qu'il y avait eu du monde. Et ils ont gagné au moins plus de 200 millions d'euros si on calcule le coût des transferts et puis les salaires qu'ils avaient à payer jusqu'à la fin des contrats. Et on voit que cette année, c'est plus le grand Milan AC qui est premier. Là, ils sont en train de se reprendre, mais ils ont un début de saison catastrophique. Là, ils se reprennent petit à petit. Berlusconi va injecter un peu d'argent, mais le dégraissage leur a fait beaucoup de mal, hein. Quand une équipe qui perd à peu près une quinzaine de joueurs n'arrive pas à s'en remettre, et on a vu que... Ouais, mais tant pis, je veux dire, le championnat italien, comme le championnat espagnol, comme le championnat portugais, comme le championnat anglais, sont des championnats où les clubs sont hyper déficitaires, mais on va pas pleurnicher sur leur compte, c'est eux qui provoquent ça et qui continuent à dépenser à volo en ramassant le pognon, parce qu'ils dépensent pour ramasser évidemment de l'argent et pour dominer les championnats européens, mais ils sont en train de mettre leur club consciemment, sciemment, ils le font, ils mettent leur club sur des rotules et on va pas pleurnicher, alors qu'en France ou en Allemagne, on a 2 championnats où on joue le jeu, où les clubs sont gérés de manière générale, et surtout en France, de manière très saine, où c'est très structuré, on est très surveillé, on fait ça avec un équilibre et un respect financier. Donc ceux qui jouent pas le jeu, franchement, pardon pour les Milanais, mais tant pis pour eux, quoi. Moi, je vais quand même pas pleurnicher à leur compte. Alors, même en France, c'est pas appliqué, juste avant quelque chose, ça peut montrer aussi quelque chose, c'est que le Milan AC est obligé de dégraisser parce que peut-être qu'ils ont eu peur du fair play financier ou pas. Ça, c'est la question, parce que oui, Dominique est en train de nous montrer que, justement, le fair play financier est en train de marcher. Mais c'est peut-être pas une grosse blague. C'est surtout qu'on a parlé de faillite à ce moment-là, je pense, hein. Je me souviens il y avait le mot faillite qui commençait à être de plus en plus prononcé, et à un moment donné, il y a quand même 2 ou 3 responsables. Ça peut arriver, même des proches de Berlusconi, ça peut pas être forcément antinomique. Ils se sont dit, on va quand même pas faire détruire un club avec une histoire pareille. On va pas faire changer de matricule et commencer dans le plus bas de l'échelle avec un club de cette dimension-là. Donc, on peut imaginer un petit peu de raison. Je pense pas, honnêtement, ça crie, je pense que tu trouveras personne qui va te dire ici, oui, peut-être que les dirigeants du Milan ont eu peur du fair play financier. Je pense que personne n'en a malheureusement peur parce que c'est un projet effectivement beaucoup trop complexe. Mais moi, je crois qu'il faut tenter par tous les moyens de le simplifier. Et moi, je le prône à 1000%. Et je pense que d'ailleurs, ce serait égoïstement la grande chance du football français et des clubs de France qui ont souvent respecté ces contraintes financières. Moi, je suis pas tout à fait de ton avis, Chris, pour diverses raisons. Déjà, avant d'imposer une DNCG européenne efficace, clairement c'est ça, c'est une DNCG européenne, il faudrait d'abord qu'elle soit appliquée en France, ce qui n'est pas le cas. En France, effectivement, on nous dit, on a une DNCG, c'est drastique, le club qui joue pas le jeu, il est relégué. Je peux t'assurer, exemple en tête et preuve à l'appui, que la DNCG en France n'a absolument aucun pouvoir. Si un club est rétrogradé administrativement par la DNCG, il lui suffit de faire appel au tribunal arbitral du sport pour être réintégré. Et c'est l'exemple notamment du Mans, cette saison, qui était relégué par la DNCG, qui a fait 2-3 promesses absolument aberrantes aux TAS, et eux, effectivement, les ont réintégrés en Ligue 2. Alors que, financièrement, le Mans a un trou de 7 millions d'euros. Là, cette année, on revient avec les mêmes choses. Pourquoi? Ouais, mais à ce moment-là, tu trouves ça logique ou tu trouves ça illogique? Ou tu dis c'est un constat? Moi, je trouve ça illogique. Non, c'est un constat et c'est illogique puisque c'est logique. On est d'accord. Mais DNCG européenne qu'on n'est pas capable d'appliquer en France déjà. Et non, mais je crois aussi qu'on pourrait parler, parce que tout à l'heure, c'est ce que j'aurais voulu faire, mais on n'aura pas le temps, c'est trop complexe, de parler aussi de la responsabilité du TAS, qui est un tribunal privé qui, franchement, est le plus arbitraire et le plus scandaleux des tribunaux de l'histoire du sport contemporain. C'est un tribunal qui ne repose sur aucune loi nationale. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des jurisprudences à la tête des clients. On a vu sur l'affaire des 2 tennismen belges, Wittmeyer et Malice, l'affaire des Wereborts, où ça, ils se sont complètement plantés. D'ailleurs, ils ne respectent même pas la vie privée. Donc moi, je crois qu'il faudrait vraiment, il faut assainir complètement les structures sportives pour arriver à ça. Et c'est pour ça que je peux comprendre quand même le pessimisme de notre ami Christian Payan quand il nous dit que c'est vraiment une fumisterie au niveau de la complexité du dossier à réaliser, l'ampleur de celui-ci. Et Christophe, je vais reprendre, je partage ton avis sur le TAS. J'ai eu un dossier, c'était l'affaire, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant, c'est l'affaire de Ribéry, son ancien agent, et qui s'était fait arnaquer. Bref.
Voilà. Alors je vais vous expliquer, pour revenir entièrement à ce qu'il a dit Christophe, la plus grosse des erreurs qu'avait fait l'agent floué, on va dire, par notre ami le balafré Abruti Ribéry et toute sa clique. Et il avait accepté, c'est-à-dire d'aller au TAS. Et au TAS, en fait, ils lui ont imposé, écoutez bien, vous allez rigoler, ils lui ont imposé un avocat qui devait arbitrer. L'avocat, finalement, bon, maintenant il est poursuivi, c'est Jean-Jacques Bertrand à Paris qui finalement a été jugé partie à la fois. Et en plus, c'était lui qui devait payer 21 000 euros. Alors à la sortie, le pauvre, il s'est retrouvé avec 21 000 euros qu'il a fallu qu'il paye. L'avocat qui soi-disant avait rempli, c'est-à-dire une attestation en disant qu'il n'avait jamais eu de cause avec Ribéry auparavant, ce qui était faux, puisqu'il avait défendu aussi les intérêts de l'UNFP en France. Et finalement, donc ce TAS, c'est bidon. Non, mais c'est incroyable. Non, mais le TAS va pas. Voilà, il faut être. Si on analyse objectivement, c'est un tribunal privé et c'est le seul tribunal dans une démocratie au monde où il n'y a pas la procédure d'appel. Donc, quand il y a un jugement, vous ne pouvez pas faire appel. C'est pour ça qu'il ne faut jamais y aller, Christophe. Moi, je n'y suis jamais allé. Chaque fois que j'ai eu un souci, c'est-à-dire d'un pays ou quoi, j'ai toujours fait confiance aux justices nationales. Et je vais vous en raconter une autre. À l'époque, j'avais eu une affaire d'un club, c'était en Turquie, qui m'avait escroqué. Et tout le monde disait, il faut saisir la FIFA, il faut saisir le TAS. Du tout, j'ai saisi le tribunal à Ankara. Ça s'est emballé en 2 ans et demi, j'ai gagné, et en Cour suprême, j'ai gagné. Ils n'avaient jamais vu ça. J'ai complètement court-circuité le système. Parce qu'en fait, j'ai bien compris que le système de la FIFA et le système du TAS, et il fallait surtout pas y mettre le nez dedans. Par contre, Christian, je te rejoins pas. Je comprends que tu sois pessimiste, mais je te rejoins pas. Je trouve quand même qu'on doit faire un effort et qu'il faut aller. Ouais, quel qu'en soit le prix, quels qu'en soient les sueurs, il faut aller vers un assainissement des finances de nos clubs. Là, on est en train de foncer droit dans le mur. Allez, messieurs, vas-y, Christian, juste pour conclure, et après je rejoindrai Brice. Je suis d'accord avec beaucoup de choses avec Christophe, et c'est vrai que quoi qu'on puisse en dire, on est tellement petits, à chaque fois on a l'impression que c'est une pierre jetée dans un océan. Et je prône moi toujours quand même, je crois pas aux instances internationales, pas du tout. Moi je crois toujours quand même aux juridictions nationales de chaque pays. Par contre, c'est vrai que si à un moment donné ça frappe dur dans chaque pays, là je crois qu'on arrivera à faire quelque chose. Ok, très bien. Il faut pas révolutionner la FIFA. La FIFA marche bien. Et voilà, faut pas la révolutionner. Allez, c'est parti pour le dernier. Le dernier, c'est France Football qui a accouché ça dernièrement dans leurs journaux. Qatar Gate. Et oui, ça a fait un sacré mouvement de foule, hein, quand même. Ce petit dossier de Qatargate, hein, plusieurs pages, hein, avec France Football. Alors un petit résumé, on va commencer à parler argent avec ce Qatargate, justement des enveloppes. Justement, vous parlez du TAS, et ben justement, je vais en parler. Le TAS qui révèle des enveloppes non marquées à $40 000 qui ont été données dans des réunions. Justement pour payer ces gens, pour avoir des votes. Il y a aussi le président du Nigeria qui a reçu $500 000 pour son vote. Il a été par contre découvert et a été suspendu pendant quelques années. Il y a aussi le président de la Fédé africaine qui a reçu 1,5 million dollars pour son vote aussi, pareil, pour voter pour le Qatar. Et puis aussi donc ces deux représentants du Qatar, hein, qui ont reçu une enveloppe entre 11 et 25 millions d'euros, donc Zidane et Pep Guardiola, ces deux personnages. Et on finira bien sûr par le président de la Fédé d'Argentine, qui lui est complètement intouchable par son gouvernement. Il y a j'arrive à parler, il y a un représentant qui a essayé de l'emmener en justice, un avocat qui a essayé de l'emmener en justice, que il avait des dossiers, mais a vite vu que en fait le gouvernement lui mettait vite des barrières, donc il est complètement bloqué. Et lui, il a complètement déclaré que il avait donné son vote au Qatar, qu'il avait limite reçu de l'argent sans vraiment le dire, bien sûr, hein. C'est tout ça par des petites choses qui se passent comme ça. Donc actuellement, voilà, le Qatar qui est arrivé comme ça, comme une fleur sur le monde, tout simplement, et qui a complètement
corrompu l'UEFA, on peut dire ça comme ça. Le Qatar, ça a toujours été incroyable. Mais c'est incroyable, Chris. Je veux une machine à remonter le temps. Ça fait 2 mois que je vous l'avais annoncé. Et je vous avais dit, je ne sais pas quand les médias vont en parler. Regarde, 2 mois, ça fait quand même 8 semaines. Il a fallu que la pièce tombe du bon côté, niveau cervical. Non, mais Chris, t'as inventé l'eau chaude ou quoi? Enfin, ça fait des années que c'est comme ça que les gens ils achètent les compétitions, c'est pas d'aujourd'hui. Ah non, pardon, il y avait des éléments de preuve tels que je les avais explicités. Ah mais oui, t'avais été très cohérent et très constructif. Je m'en rappelle. Et par contre, Thomas, non mais t'as raison. Mais par contre, on nous dit pas quand même pour le fils de Platini. Ça, on nous l'a pas encore dit. Bon, on va attendre combien de mois? Ça va arriver, ça. Ça a été annoncé. Ah, quand même. Le fils de Platini est le salarié le plus grassement payé par l'organisateur de la Coupe du Monde de 2024 au Qatar. Je précise que, bien sûr, il était salarié de ce monsieur bien avant le choix de Qatar 2024. Pas après, parce qu'après on pourrait dire. C'est 2020, je crois, non? 2020, oui, qu'importe. Donc il était payé, il était grassement payé. Donc le fils quand même de Michel Platini. Donc c'est quand même hallucinant, qui est le plus gros salarié donc de l'organisateur de la Coupe du Monde du Qatar. Incroyable. Donc c'est normal pour vous d'un côté, parce que j'ai en train de dire, tout le monde me dit mais c'est normal, on a toujours payé les gens pour voter. Attendez, non, je crois pas quand même. Bien sûr, mais Chris, mais ça c'est valable aussi pour les Jeux Olympiques. Comment tu crois qu'aux Jeux Olympiques? Alors là, complètement, je te contredis complètement. Justement, dans France Football, ils en parlent. Le Qatar voulait absolument les JO. Je sais plus quelle année. Ils ont fait 2 fois leur dossier pour qu'ils le fassent en hiver et pas en été. Les Russes, ils ont réussi à avoir les Jeux de Sochi. Non mais ils n'ont pas payé les JO, les Qatariens. Mais là tu touches Coca-Cola là, attention. Oh là tu touches Coca-Cola là. Oh là, attention. Là c'est un autre monde. Je vais te raconter un truc. Moi je suis allé à Atlanta. La première fois que je suis arrivé en voiture à Atlanta, c'est à 5 ans de ça. Je m'attendais à voir une ville énorme et tout. Je me suis dit, ben non, je suis arrivé, je crois que la ville elle est comme Nîmes, hein. C'est une petite ville normale. Ils ont eu les jeux. Et ils ont eu les jeux. Et là, j'ai compris. C'est le jour où tu vas à Atlanta, t'as tout compris. Je crois que t'as tout compris. T'as tout compris de ce qui se passe. Justement, ils en parlent en France. Et justement, souviens-toi, ils font 92 Atlanta, et hop, derrière, ils font la Coupe du Monde 94. C'était 96 Atlanta, Christian. C'était Barcelone 96, voilà. Et 94, ils font la Coupe du Monde. Ils avaient enchaîné. Je me rappelle qu'ils avaient enchaîné. Oui. Bah, comme le Brésil cette année. Comme le Brésil, là, ça arrive, c'est pareil. Voilà, c'est pour ça que, là, les Qataris, je vais pas dire là aussi qu'on est blasé, mais c'est pas quand même un secret. La seule chose, c'est que les Qataris, bon, mais c'est vrai qu'ils l'ont fait moins habilement. C'était tellement coutumier du fait dans leur pays que c'est devenu pratiquement normal. Hein. On va acheter une baguette de pain, on va corrompre son boulanger pour avoir la baguette de pain avant le voisin. Donc finalement, eux, ils l'ont fait beaucoup plus publiquement, presque, on va dire. Dorian, est-ce que vous avez une réaction là-dessus sur les Qataris qui justement payent cette Coupe du Monde, quoi, tout simplement? Bah, là, je vous écoute en tant qu'expert, donc j'apprends des choses, mais je me pose juste la question, mais vraiment très naïvement presque, est-ce que finalement c'est pas dans les mœurs, est-ce que c'est pas finalement ce que nous on voit comme étant quelque chose de lié à une corruption, une technique de lobbying, comme le verraient les Anglais qui ont l'habitude d'obtenir des grands événements. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis juste est-ce que ces affaires-là, est-ce qu'elles sont vues de la même manière ailleurs? Est-ce que ce que nous on trouve blâmable, est-ce que les autres disent pas ouais, ils ont gagné, c'est les plus forts, ils font du lobbying, etc. Nous on est nuls. Bon, voilà. Ça peut être oui, dans le sens où d'une certaine manière, je suis d'accord parce que évidemment, c'est pas Platini et Blatter qui ont inventé ça. Maintenant, ça s'est pas fait de manière universelle. On a déjà vu des nominations surprises. Moi, je me souviens en 2000, la Belgique et les Pays-Bas, je vois pas avec quel argent ils auraient pu corrompre. Moi, il y avait quand même des gros bonnets. Il y avait l'Espagne et l'Italie en face. Bon, je vois pas. Ça s'est pas toujours fait comme ça. Je dis pas parce que je suis originaire de Belgique, bien sûr. Mais par contre, effectivement, ça s'est toujours su. Disons qu'avec les moyens de communication modernes, peut-être que les éléments et les preuves ou les indices, les faisceaux de présomption sont beaucoup plus nombreux et nous permettent d'être
dans ces éléments-là. Maintenant, c'est un système, et pour retourner un système qui est comme ça depuis des décennies, il faudra vraiment encore du temps. On est bien conscient qu'il faudra au moins, je pense, au moins une décennie pour retourner tout ce système-là. On l'a dit, Platini, c'était pas à la base. Bah pour beaucoup, c'était un chic type. Moi, j'en ai toujours douté, mais pour beaucoup, c'était un chic type. Il est arrivé là, bon, on lui a dit, tu fermes ta gueule et tu prends le blé. Et c'est, bon, je caricature évidemment, volontiers, mais c'est un peu l'idée. Et alors, par rapport au Qatar, il y a quand même une interpellation. Puis après, moi, j'en aurais terminé parce que j'étais assez bavard. C'est quand même le cercle des 3, 4, 5. Moi, je l'appelle ça au Qatar. Parce que faut quand même nous dire que la FIFA et l'UEFA font beaucoup pour la prévention, donnent d'ailleurs quelques petits subsides assez anecdotiques pour dire, tiens, le droit des femmes, le fair play, le racisme. Le Qatar, c'est le 3, 4, 5 sur des plans. C'est l'un des 3 pays au monde où il n'y a jamais eu d'élection à titre nominatif. C'est l'un des 4 pays au monde qui n'a pas légiféré sur le plan national la lapidation des femmes, et c'est l'un des 5 pays au monde où l'homosexualité est encore un crime. Je dis ça ou je dis rien, messieurs de la FIFA, regardez-vous devant, et de l'UEFA, regardez-vous devant un miroir, s'il vous plaît. Autre exemple, effectivement, qui vient assainir, donc autre exemple avec un S qui vient effectivement prouver tes propos, puisque comment on peut, à notre époque encore, offrir, parce que c'est quand même un cadeau, les Jeux Olympiques, donc l'universalité du sport, la beauté du sport, l'histoire du sport, un pays comme la Chine, qui est un des pays les plus dangereux finalement au monde. Comment on peut offrir un Euro de football, donc des championnats d'Europe, à l'Ukraine et à la Pologne, qui sont des pays extrêmement pauvres, si ce n'est effectivement donc pour la Chine avec fonds d'argent, et pour l'Ukraine et la Pologne, c'est des petits pays européens. On sait que Platini a été élu grâce à ces petits pays européens. Ah, il avait fait le tour avec l'avion de Bolloré à l'époque. Voilà, on peut se dire, bon, ça peut passer comme ça. Tu t'en souviens pas de cette affaire? Il avait fait le tour en 6 jours, je crois, en 7 jours, avec le jet de Bolloré. C'était le même qu'avait pris Sarkozy, je sais pas, non? C'est ça. Alors, et bizarrement, on apprend quelques mois après que l'Ukraine et la Pologne, qui ont voté pour lui, auront les championnats d'Europe. Et maintenant, et après j'en aurais définitivement terminé, on peut aussi se poser la question, moi je vous la pose clairement, est-ce que ça va pas encore s'étouffer, comme l'affaire où Platini était au courant des résultats pour France 2016 avant même les votes? Est-ce que mais déjà pour le Qatar, on ferme sa gueule parce que ça va trop loin. Donc pour le Qatar, il le savait déjà avant. Le choix, il le savait déjà avant. On le savait déjà avant. Il y avait une télévision, donc je crois une télévision au Qatar qui l'avait déjà fuité avant le vote qui soit terminé. Enfin, c'était juste. D'ailleurs, les Anglais étaient fou de rage et les Australiens aussi. Ils avaient arrêté d'ailleurs. Ils avaient quitté la salle de délibérer. Il y avait un des experts anglais qui avait quitté délibérément. Après, si on veut être plus large, juste Chris 2 secondes. Si on veut être plus large aujourd'hui, là effectivement, on sait que le sport, on a parlé des Jeux Olympiques, de l'Euro, de la Coupe du Monde. Tout ça, c'est gangréné finalement par l'argent. Mais on peut se rappeler aussi d'un scandale qui est aussi lié au lobbying financier. Et je pense que Christian pourra en parler plus facilement que moi. C'est que là, dernièrement, on a eu un exemple, la consécration du football, le Ballon d'Or. Clairement, Ballon d'Or, on nous dit Messi a gagné. 3 jours après, beaucoup de personnes votantes ont dit mais attends, mais j'ai pas voté pour lui moi. Et pourtant, mon vote est comptabilisé pour Messi, alors qu'il a voté pour une autre personne. Comment on peut encore arriver alors qu'on sait pertinemment que les listings de vote sont nominatifs, qui vont sortir dans la presse, que ça va faire scandale? Comment on peut encore réussir à truquer ce genre de choses? C'est quand même absolument aberrant. C'est pas compliqué, Chris. Moi, le Ballon d'Or, pour moi, je veux pas dire, bon, tant mieux, il a été donné à Messi cette année. Pour moi, quoi qu'on dise, c'était pas lui qui le méritait. Ah non, d'un point de vue, on va dire palmarès, et sur la saison complète, même s'il a marqué un grand nombre de buts, Iniesta l'a bénéficié. Mais à partir du moment où, encore une fois, il y a trop d'intérêt et de lobbying à travers ça, dès qu'ils ont passé, c'est-à-dire le vote à l'époque, c'était pas la FIFA qui avait le Ballon d'Or, c'était 11 mondial, c'est quand même une dessert, c'est quand même un titre qui a été, voilà, c'est 11 mondial au début. Après, c'était France Football après. Mais l'origine, c'est 11 mondial, hein. C'était vraiment les journalistes qui récoltaient, c'est-à-dire tous les votes des journalistes à travers le monde, et qui donnaient, c'est-à-dire leur Ballon d'Or. Et là, c'était plus ou moins, on va dire, plus ou moins neutre. Mais là, vous repartez encore une fois dans la FIFA, vous repartez. Imaginons même que Cristiano Ronaldo, je ne partage pas forcément, même s'il avait gagné la Ligue des Champions, même s'il avait gagné l'Euro, il n'aurait jamais eu le Ballon d'Or. Il n'aurait pas eu alors qu'il l'aurait mérité. Alors,
On va revenir sur autre chose. Et je vous termine pourquoi il l'aurait pas eu, parce qu'il est en contrat avec Nike et vous ne pouvez pas donner le ballon à Nike alors qu'il y a des intérêts Adidas FIFA. Ok, bon, écoutez, ça vous appartient. Pour moi, pour l'instant, il y a rien vraiment qui est sorti de tout ça en tout cas. Mais bon, après c'est un point de vue. On va revenir sur autre chose sur le Qatar. Comme vous le savez, c'est 2022. Il y a quelque chose qui quand même qui est flagrant parce qu'il y a certes tout cet argent qui a été mis en place, mais il y a quelque chose qui est flagrant, c'est que ce Qatar va se dérouler en été. Et le Qatar en été, c'est 50 degrés. Alors, je cite dans France Football, le médecin de l'équipe de France cycliste de la Française des Jeux, donc Gérard Guillaume, est formel sur ce point. Jouer au football par des températures dépassant les 50 degrés, comme c'est le cas l'été au Qatar, c'est de la folie furieuse. On prend la lourde responsabilité, on fait fi de la santé des joueurs et on met leur vie en péril. Alors ça moi je trouve ça aberrant, même choquant. Je trouve ça déplorable. Alors, je vais juste demander à Dorian il y aura la clim. Ce qu'il en pense de cette chose en place. 50 degrés, c'est affolant. C'est pas possible de jouer cette température. Plus ou moins, c'est autour de 55 même parfois. Ouais. Alors j'ai entendu, j'ai lu. Alors je sais pas si c'est vrai ou autre, parce qu'il y a eu aussi justement un débat par rapport à l'écologie. Et que le Qatar envisageait de créer un nuage artificiel. Oui, alors sur ça, je vais juste vous compléter quelque chose, justement sur ça. Ils ont fait des essais sur des stades de 20 000 places. Faut savoir que le Qatar aura des stades de plus de 86 000 places, 45 000 places. Donc les essais sont complètement faussés parce que 22 000 places à 45 000 places, c'est complètement différent. Donc on peut pas vraiment se baser là-dessus. Il y aura une température, certes pas de 50 degrés, mais un peu moins. C'était une promesse juste Dorian, c'était une promesse de candidature. Donc s'ils ne la font pas, mais enfin bon, ne serait pas une promesse contenue près. Après, pour la protection des sportifs, ce qui est quand même le plus important, effectivement, moi ça me renvoie une image. Je veux pas faire de lien ou d'être alarmiste, mais le décès de Marc-Vivien Fauet sur une période où il faisait très chaud, une compétition que je juge moi pas forcément super utile au moment où les sportifs doivent se reposer. Donc moi ce qui est un peu alarmant, c'est que les joueurs arrivent souvent dans ces compétitions déjà un peu fatigués par ce sont les meilleurs joueurs qui arrivent bien évidemment, qui sont déjà beaucoup utilisés dans leur propre club, et donc c'est un facteur de plus qui peut être effectivement plus que gênant quoi. Et pourtant, Platini lui-même en 1986 râlait des matchs de la Coupe du Monde qui se faisaient jouer au Mexique à midi, sous 40 degrés, pour les retransmissions en Europe. Oui, mais Platini, on le sait, il est versé, il change vite d'avis. Regarde Christian, qui connaît bien le foot, juste Chris un instant. Il a oublié. Juste une petite Regarde Chris, juste un instant, s'il te plaît. Attends, juste pour compléter une petite information, le CIO a refusé pour le Qatar justement de participer au JO pendant cet été parce que c'était infaisable. Voilà, juste pour compléter ça. Alors, juste pour compléter ce que Christian dit par rapport à Platini, n'oublions pas qu'au début des années 90, il se pourvoyait en fervent défenseur de la vidéo dans le football, et que depuis qu'il est président de la UEFA, non, c'est pas très utile. Mais il est critique, Thomas, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il change beaucoup d'avis. Il a vendu son âme en échange de quelques gros billets. Moi, je voudrais juste votre réaction il fait des feintes. Voilà. Moi, je voudrais juste votre réaction sur un article du Courrier International, donc, qui reprend un article de The Independent. C'est donc un dignitaire anglais, donc, un électeur anglais, donc, du football, qui dit la phrase suivante: si le Qatar peut acheter la Coupe du Monde, tout le foot est à vendre. Est-ce que pour vous, c'est une chose maintenant qui est concrète et qui est réelle aujourd'hui? Ça ressemble un petit peu à ça, et c'est ce pourquoi moi, en simple lambda, supporter utopique et rêveur, je continuerai jusqu'à la fin de mes jours à garder cette passion pour le foot et à combattre modestement contre ça, et j'espère qu'on sera de très très nombreux, mais ça ressemble de plus en plus à ça, et c'est aussi accéléré et alimenté par l'incompétence et l'ingérence de certains hauts responsables, et par aussi ce laxisme qui fait qu'il y a des lourdeurs administratives complètement affolantes, et des complexités sur le plan légal qui sont énormissimes. Mais ça, c'est clair. Moi, je trouve que le plus grave dans cette histoire, c'est imaginer, on se trompe complètement. Imaginez ce scénario. En fait, c'est une succession de malentendus.
Il y a une chance sur 1000, hein, même sur 1 milliard, mais bon, imaginez que ce soit ça. On se trompe sur tout. Ils sont blancs comme neige. Moi, je trouve que leur conservatisme et leur communication, à ce moment-là, ce serait encore plus grave et ce serait encore plus terrible parce que ça mocherait et ça abîmerait encore plus le football si c'était le cas. Non mais c'est pas possible que ça soit blanc comme neige et je vais te dire pourquoi. Ne le crois pas. Non mais je vais juste rebondir sur la dernière chose du Qatargate, la chose pour moi où justement on devrait bannir cette compétition et personne ne devrait la regarder. Actuellement au Qatar, il y a 95% des personnes, 94% de la main d'œuvre au Qatar, c'est des immigrés et ces immigrés là. En Afrique du Sud, c'était pareil. Non mais attends, non mais peut-être, mais Moi, au Qatar, ça l'est et il y a beaucoup plus d'argent qu'en Afrique du Sud, je pense. Hein. Ces gens-là sont arrivés, ils ont leur passeport confisqué, ils sont payés $300 par mois et construisent des stades sous des températures bien sûr, je vous le cache pas, affolantes. Ces gens-là sont payés la misère, ils font des stades magnifiques, ça je vous conçois, et on paye des gens à côté énormément d'argent pour avoir leur vote. Alors moi je trouve ça mais flagrant. Et sur le plan humain, on les fusille. Voilà, il y a petite part. On les fusille s'ils sont homosexuels. On paye pas les gens qui construisent le stade. On paye pas tout ce qu'il y a à côté. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer au niveau de la sécurité aussi? On peut se poser cette question-là. Là, vu comment c'est parti, on peut tout remettre en doute. Et apparemment, Blatter ne veut rien remettre en question. Ça, j'aimerais étayer tout ça, Chris. Si tu as suivi un petit peu les divers reportages télévisés ces derniers mois, ces dernières années, la Coupe du Monde en Afrique du Sud a été construite par des wagons entiers de Chinois qui sont venus pour construire, comme des esclaves, ces stades africains. Pour les Jeux Olympiques en Chine, ça a été la même chose avec des travailleurs jour et nuit qui se reposaient quasiment pas, qui étaient payés de misère. Là, pour la Coupe du Monde au Brésil, c'est carrément la fédération brésilienne qui va payer des prostituées et leur apprendre l'anglais sur les fonds de la fédération pour qu'elles puissent être performantes comme en Afrique du Sud au moment de la Coupe du Monde. Donc là, en termes de dérive, entre l'esclavagisme moderne et la prostitution, on est pas mal quand même pour les JO et la Coupe du Monde. Payan. Pour conclure là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous n'êtes pas choqués, je pense? Non, pas du tout. Ça, c'est comme dans tous les business et malheureusement, on n'arriverait pas toujours à essayer d'inhiber cette volonté de faire toujours mieux dans la bêtise, dans la corruption et dans tout ce qu'il faut. Mais je suis comme Christophe, je pense que quand même il faut garder toujours espoir et se dire que chacun, si on met notre petite pierre à l'édifice, on pourra dans notre petit coin, même si c'est en restant intègre, toujours garder, c'est-à-dire cette force d'opposition, avec le fait ce soir de parler et de dire les choses comme il se doit. Et je vais conclure parce qu'après je vais vous laisser parce que on va conclure. Je dois arrêter. Donc j'ai été vraiment très heureux de passer la soirée avec vous et je pense que de toute manière tous nos auditeurs comprendront que les choses vont pas changer comme ça mais quand même il faut toujours avoir de l'espoir. Quand il y a de l'espoir, il y a toujours du sport. C'est vrai. Surtout une note d'espoir encore plus concrète, je vais dire, qu'on a tout à l'heure évoqué la possibilité d'un éventuel drame au Qatar. Vous imaginez que si ça se passe, je ne souhaite évidemment pas ça, personne ne le souhaite et je croiserai les doigts pour pas que ça arrive, mais on sait qu'il y aura jamais de révolution complète, on sait qu'il y aura toujours de la fraude, mais il est certain qu'on peut avancer par paliers. Et par exemple, on a évoqué la possibilité qu'il y ait un jour un drame qui à ce moment-là fera qu'il y aura une vraie et une réelle révolte qui pourrait à ce moment-là faire tomber certains dirigeants et peut-être faire bouger le système. Ça, il n'est pas question de le révolutionner parce qu'on n'y arrivera jamais, mais à le faire bouger dans un sens beaucoup plus éthique. Donc il faut toujours garder espoir. Dorian, une petite conclusion sur tout ça avant de conclure, et puis Domenico aussi bien sûr après. Moment là sur la dernière partie, puis ça colore un petit peu tout le débat. Cette idée, donc est-ce que le foot est à vendre, etc. Moi, je constate qu'il y a de plus en plus d'argent. On parle d'argent, de tout, des transferts, des paris, etc. Et que le foot, pour moi, ce ne doit pas être que de l'argent. Il y a du business, faut pas être naïf, mais ça doit pas être que de l'argent. Et ça me renvoie à une phrase d'Oscar Wilde qui est la suivante. Et je trouve qu'il y a beaucoup de cynisme dans le foot, de plus en plus, qui disait: le cynique connaît le prix de tout,
mais la valeur de rien. Et je pense que malheureusement, dans le foot, on parle beaucoup de prix, de choses, mais la valeur se perd de plus en plus. C'est ça qui m'attriste un peu, mais je garde espoir aussi, et je pense qu'il faut, comme le débat l'a fait, être positif, en débattre, essayer d'apporter des solutions. Nous, avec Sport Protect, on amène notre petite pierre aussi. Voilà, je pense que ça, c'est très important. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'on amène une certaine chose après. Voilà, comme on le dit, est-ce que vraiment le foot est mort derrière tout ça? Ça, c'est une vraie question. Domenico, pour toi, une conclusion de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a débattu. Alors, c'est vrai que sur tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'on tire un bilan alarmant. C'est dur, on va dire, avec tout ce qui a été dit, tout ce qu'on sait et tout ce qui va se dire dans les mois, dans les années à venir, d'être supporter de son équipe, de sa nation, quand on voit que c'est déjà tout quasiment est tracé, les parcours pour les équipes, et on se dit des fois, heureusement qu'il y a le football amateur le dimanche sur les terrains. Très bien. Et Thomas, une conclusion aussi? Alors oui, justement, j'y réfléchissais, je vais faire mon Bernard Lyons, mon Dr Love. Le foot, on le sait, il y a du dopage, on le sait, c'est des matchs truqués, on le sait, c'est des corruptions, c'est de l'argent. Mais le foot, c'est beau, le foot, c'est grand, le foot, c'est magnifique, le foot, c'est un facteur social de convergence. Bref, le foot, aussi pourri soit-il, c'est beau, et pour le reste, il y a l'Italie. Ça, c'est un peu méchant à la fin quand même. Et Brice, une petite conclusion justement. T'avais une petite anecdote justement sur sur un pari, sur un match truqué. J'ai pas pu le dire parce que c'était un peu chaud pendant l'émission. Puis aussi t'étais sur Twitter, donc quelques petites réactions de Twitter en même temps. Voilà ta conclusion aussi, toi personnellement, de tout ce qui a été dit. Écoutez, comme tout ce qui a été dit, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient que c'est plus aussi net que ça a pu l'être il y a des années. Donc, de toute façon, mais c'est comme la politique, c'est comme un peu tout, hein. Il y a tellement d'argent qui rentre en jeu que de toute façon, ça corrompt, il y a de la corruption, il y a, en effet, l'attribution de Coupe du Monde, l'attribution des Jeux Olympiques, c'est pareil, c'est jamais très net. Donc, faut pas se voiler la face, faut en être conscient. Je sais pas si on pourra révolutionner le truc, hein, mais bon, peut-être qu'avec le temps. Comme le dit Dorian, peut-être aussi en amenant sa pierre à l'édifice, au fur et à mesure, on y arrivera peut-être, oui, ça c'est sûr. J'avais quand même une réaction sur Twitter de Bobin Spurs qui faisait un lien entre le Qatar Gate et notre débat sur le dopage en disant que justement, si les matchs se jouent sous 50 degrés en 2022, est-ce qu'il faudrait pas mettre des contrôles sur les gourdes des joueurs pour voir à quoi ils se désaltèrent? Tout à fait. Merci pour cette réaction que je trouve très bonne. Dorian pourrait peut-être nous répondre s'il y a un produit justement qui peut désaltérer plus vite, je sais pas. C'est possible, c'est peut-être possible. La réhydratation, c'est quelque chose, un paramètre important. La récupération aussi, il y a beaucoup de joueurs qui se tournent vers le dopage pour récupérer, pas forcément pour être meilleurs, mais parce qu'ils sont, comme je disais tout à l'heure, au bout du rouleau, etc. Et ce qui peut être inquiétant aussi, c'est que quand on met des conditions de fatigue et des conditions climatiques extrêmes, je suis presque inquiet pour les non-dopés. Je suis un peu provocateur, mais comment le corps peut réagir à ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça passera bien. Je vais juste dire une phrase pour viser, puisqu'on parlait de ça, et c'est, je ne sais plus qui a parlé de révolution à l'instant. C'est Brice qui parlait de révolution. Il faut viser la révolution pour atteindre l'évolution. Très bien, très belle phrase. On va conclure ça là-dessus avec cette. Il ne faut pas révolutionner la FIFA. La FIFA marche bien. Voilà, j'ai peiné à trouver cette petite phrase sympathique de Seb Blatter. En tout cas, merci à vous tous. Ça a été énorme ce soir, une très belle émission avec ce superbe débat. Justement sur l'UEFA et la FIFA sont dans de beaux draps. En tout cas, nous on a vraiment mis ça sur le tableau avec le Qatar Gate, le fair play financier, le dopage et tous ces paris truqués. En tout cas, merci à Monsieur Payan, notre agent de consultant de l'émission, pour justement foot mercato Payan. C'est tout ça dans le désordre, je pense, sur Facebook. Vous retrouvez ça. Aussi Domenico de Radio Top Italia. Merci à toi et à très bientôt. Merci à vous. Et puis j'oublie pas Dorian Martinez de Sport Protect sur le dopage, justement. Allez vous inscrire et vous aurez toutes les informations sur les produits dopants. Ça c'est sûr, je vous le confie, c'est un superbe site. Et merci encore à toi Dorian encore de venir participer à notre émission. Avec plaisir et merci à vous tous. Merci beaucoup et allez merci, à mardi prochain, mardi 21h sur RTS Radio. Quand on aime le foot, on parle foot. Valentier, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol!
Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.